il faut introduire des prix minimums aux producteurs, ou bien des coefficients multiplicateurs maximum. Qu'est-ce que c'est que des coefficients multiplicateurs? Le coefficient multiplicateur, c'est le rapport entre le prix d'un produit, on va prendre par exemple d'une pomme, vendue au consommateur, et le prix du même produit acheté au producteur. Et on sait bien que le différentiel entre ces deux prix est parfois considérable, avec une partie importante donc de la valeur ajoutée qui est captée par des intermédiaires. En fixant un coefficient multiplicateur maximum, nous contribuerons à la fois à avoir des prix plus raisonnables pour les consommateurs et des prix plus élevés pour les producteurs. Et puis, il est clair que pour un certain nombre de productions, il est nécessaire d'avoir des protections par rapport à des importations en provenance d'autres pays où des conditions sociales et environnementales de production sont très différentes et notamment où les normes sociales et environnementales pratiquées sur notre territoire ne seraient pas respectées. Et aujourd'hui, par exemple, il est clair que si nous voulons avancer vers une indépendance protéique par rapport au tourteau de soja, nous ne pouvons pas continuer à avoir une libre ouverture du marché européen aux importations de tourteaux de soja en provenance de l'Amérique du Sud. Donc des protections sont nécessaires et ceci est tout à fait fondamental. Ceci m'amène à parler de la politique agricole commune. Il est clair que dans un contexte de prix agricoles rémunérateurs pour les agriculteurs, grâce à un certain nombre d'outils d'intervention des pouvoirs publics sur les marchés, eh bien, il sera possible d'utiliser les aides, les transferts publics à l'agriculture. Aujourd'hui, ce sont tout de même 11 milliards d'aides de la PAC, rien que pour la France. Il sera possible d'utiliser ces transferts publics d'une façon beaucoup plus intelligente, beaucoup plus pertinente qu'ils sont utilisés aujourd'hui. Aujourd'hui, les aides de la PAC sont des aides qui sont globalement proportionnelles à la taille des exploitations. Donc plus on a une grosse exploitation, plus on reçoit d'aide. C'est-à-dire qu'on est dans le système totalement aberrant d'une politique publique qui, plutôt que d'atténuer, que de compenser les inégalités de revenus, est une politique qui tend à accroître ces inégalités de revenus et qui, du coup, favorise le développement de cette hyperconcentration de la production dans de très grandes exploitations. Donc ça, nous pouvons le changer. Et je vais en profiter, je vais faire une parenthèse sur ces systèmes d'aide de la PAC. Parce que, aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, cette agriculture, ce modèle agricole, produit finalement peu de valeur ajoutée. Ces grandes exploitations spécialisées en maïs, que ce soit en maïs, que ce soit en blé dans d'autres régions, ces grandes exploitations spécialisées, elles sont compétitives, non pas parce qu'elles produisent plus de valeur ajoutée à l'hectare, mais tout simplement parce que ce sont des très grandes exploitations. Et la faible valeur ajoutée produite à l'hectare est compensée par le fait qu'un actif agricole dispose de 100, de 150, de 200 hectares. Donc, vous voyez, mais il y a un deuxième élément qui explique que ces exploitations sont, entre guillemets, compétitives, c'est ce système d'aide de la PAC. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, vous savez que dans l'agriculture française aujourd'hui, plus de 80% du revenu agricole provient des aides de la PAC. C'est-à-dire que sans aide de la PAC, le revenu serait 20% de ce qu'il est actuellement. Et donc, nous avons un système d'aide de la PAC qui crée une sorte de compétitivité artificielle de ces très grandes exploitations. Donc, je disais, dans un contexte de prix rémunérateur, c'est-à-dire un contexte où l'État reprend son rôle traditionnel, depuis des siècles, l'État a joué un rôle en termes de régulation des marchés agricoles. Et c'est seulement depuis quelques dizaines d'années, avec cette folie du néolibéralisme, que sont mises en place des politiques de libération des marchés agricoles. Eh bien, nous pourrons utiliser les aides de la PAC d'une façon beaucoup plus intelligente, c'est-à-dire utiliser les transferts publics à l'agriculture, premièrement en fonction des objectifs de la transition écologique de l'agriculture, c'est-à-dire
aider les agriculteurs à transiter vers des systèmes d'agriculture écologique, et notamment, il y a tout un certain nombre d'investissements initiaux, également contribuer à rémunérer des services environnementaux qui sont fournis par cette agriculture écologique, financer également des investissements dans les filières, et je l'ai mentionné tout à l'heure, la nécessité de la structuration de filières, de l'établissement de plateformes logistiques pour l'agriculture biologique, et puis ces transferts financiers doivent être également utilisés pour appuyer massivement l'installation de jeunes agriculteurs et également pour compenser les difficultés naturelles, les handicaps naturels qui existent dans un certain nombre de régions moins favorisées, mais où l'agriculture joue un rôle économique, un rôle social, un rôle en termes d'aménagement du territoire tout à fait fondamental. Voilà, donc ce que nous appelons, c'est une refonte complète du système actuel de transfert public à l'agriculture, et sur la base de ces principes, et bien entendu en plafonnant ces transferts publics par actifs agricoles. Alors je voudrais tout de même signaler, pour montrer, il faut tout de même un peu comparer les programmes agricoles. Nous parlons d'une refonte complète de ce type de transfert. Qu'est-ce que vous trouvez dans les autres programmes? Je crois que le comble, alors, Fillon et Le Pen n'en parlent même pas. Le Pen, elle parle d'une nationalisation de la PAC, mais elle ne dit pas ce qu'elle en ferait. Hein? C'est-à-dire que si c'est une renationalisation pour retrouver tous les défauts de l'actuelle PAC, à quoi ça sert? Quant à Fillon, qui a le programme le plus affirmé en termes productivistes, n'en parlons pas. Macron, lui, a chiffré combien il apporterait pour l'agriculture écologique. Et il se vante fièrement qu'une certaine somme sera allouée à l'agriculture écologique en termes de rémunération des services environnementaux. Combien? Quelle enveloppe? 250 millions d'euros. C'est 2% des aides actuelles de la PAC qui reviennent à l'agriculture française. Quant à Benoît Hamon, il chiffre aussi, c'est 400 millions. 3%, 3,5%. D'accord? Donc, voilà, je crois qu'il faut tout de même être très sérieux sur ces choses-là. Et derrière les annonces de façade, il est important tout de même de regarder le sérieux des propositions des uns et des autres. Alors, il y a un certain nombre d'autres propositions que nous faisons sous un intitulé, sous un chapeau général que nous avons intitulé « Bien vivre en milieu rural ». Parce que nous savons qu'une des conditions aussi de l'installation d'agriculteurs en milieu rural, ce n'est pas seulement des questions liées directement à la production agricole, c'est aussi l'existence de services publics en milieu rural. Et donc il faudra maintenir, il faudra restaurer un certain nombre de services en milieu rural. Mais c'est aussi tout un certain nombre de mesures qui doivent permettre aux jeunes qui s'installent dans l'agriculture, eh bien, de répondre à leurs aspirations, qui sont les aspirations légitimes, qui sont de bénéficier des mêmes conditions de qualité de vie que le reste de la population. C'est bien entendu la question de l'Internet, mais c'est aussi prévoir sur la question des remplacements. Il faut mettre en place un service public de remplacement agricole qui permette aux agriculteurs, et notamment aux éleveurs, qui doivent être sur leur exploitation 365 jours de l'année, un service de remplacement qui doit permettre de répondre à leurs aspirations, de prendre des vacances ou de prendre des week-ends, comme tout le monde. Et puis, bien entendu, c'est la question des retraites agricoles. Elle est tout à fait fondamentale. Notre proposition est donc un passage immédiat, au minimum pour une carrière complète, au niveau du SMIC, et puis à terme, un alignement sur le système général des retraites. Voilà. Alors, je voudrais intervenir maintenant sur la question du foncier agricole. Lors de la visite que nous avons faite cet après-midi, nous en avons discuté. C'est une question tout à fait centrale. Qui plus est, c'est une question qui ne dépend pas de l'Europe. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant. Aujourd'hui, le foncier
constitue un obstacle majeur pour l'agrandissement et la consolidation des plus petites exploitations et pour l'installation de dizaines de milliers de jeunes qui souhaiteraient s'installer dans l'agriculture, mais qui ne le peuvent pas. Cette question doit être résolue et ça doit être un moyen à la fois de répondre à l'objectif de mettre fin, de stopper, d'inverser le processus de la concentration de la production dans des exploitations de plus en plus géantes. Et attention, aujourd'hui nous avons des exploitations de 100, 200, 300 hectares, mais nous avons aussi des sociétés capitalistes qui se constituent, peut-être pas dans cette région, mais dans d'autres régions. Peut-être il y en a ici aussi, je ne sais pas, mais dans les grandes régions céréalières. Nous avons aussi aujourd'hui des sociétés de plusieurs milliers d'hectares qui sont des sociétés capitalistes avec des fonds financiers et donc qui acquièrent peu à peu le foncier agricole. Donc ça, c'est le premier objectif. Il faut stopper et inverser ce processus de concentration de la production et mettre fin au processus de financiarisation de l'agriculture. Derrière ça, il y a un second objectif qui va de pair, qui est celui de faire baisser le prix sur le foncier de telle façon à le rendre plus accessible, notamment pour les jeunes qui souhaitent s'installer. Nous avons sur la question du foncier un certain nombre de propositions absolument centrales. Et la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon sont les seuls à faire des propositions sérieuses sur ces questions-là, au-delà de quelques blabla et de paroles de bonnes intentions. Premièrement, nous disons qu'il faut mettre fin au fonctionnement actuel des SAFER, vous savez, les sociétés d'aménagement foncière rurales, qui sont aujourd'hui monopolisées, contrôlées par le syndicalisme agricole majoritaire qui défend cette concentration de la production et le modèle productiviste. Nous remplacerons les SAFER par des établissements fonciers publics, agricoles et ruraux. L'État y prendra donc toutes ses responsabilités et appliquera un droit de préemption chaque fois qu'il y aura la possibilité de soutenir des projets d'agriculture biologique, des projets d'agriculture écologique, l'installation ou la consolidation de petites exploitations. Alors bien sûr, il y aura tout un certain nombre d'acteurs qui seront associés pour discuter des décisions qui seront prises, mais l'État prendra toute cette responsabilité. Deuxième mesure, ce qu'on appelle le contrôle des structures. Nous avons en France la chance d'avoir, ceci date des années 60, une histoire, une expérience de contrôle des structures qui a été créée dans les années 60 justement pour éviter une trop forte concentration de la production. Mais cet outil a peu à peu été dénaturé et aujourd'hui ne joue pas son rôle. Nous réinstaurerons une véritable politique de contrôle des structures avec une taille maximale d'exploitation. Bien sûr, la taille maximale dépend du type de production, du type de territoire, mais tous les équivalents entre production et territoire existent déjà aujourd'hui. Nous n'inventons rien. Notre base, c'est un maximum de 80 hectares par actif agricole, qu'il soit actif, familial ou salarié, dans le cadre d'un système de céréaliculture. Comment ça fonctionne le contrôle des structures? Eh bien, au moment où un agriculteur souhaite s'installer ou souhaite transmettre son exploitation, ou bien au moment où il y a des transferts de parts d'une société, ou bien il y a une mise en location, eh bien, il y a des demandes, il faut une autorisation administrative. Eh bien, l'autorisation administrative ne sera accordée que si l'on est en deçà de ce plafond. Et ceci va libérer du foncier pour le renforcement des petites exploitations et pour l'installation de jeunes agriculteurs. Et puis, sur cette question du foncier agricole, nous avons également une mesure d'obligation de mise en location pour des terres qui ne seraient pas utilisées par le propriétaire. Et puis, sur la question du foncier agricole, nous avons également une mesure tout à fait fondamentale. Nous n'inventons rien là-dessus. Nous nous inspirons de la loi sur le littoral. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi sur le littoral? Elle est que la règle générale, c'est qu'il n'y a pas d'urbanisation à proximité du littoral.